Il y a 2 chirurgies bariatriques qui permettent justement de perdre du poids. La première, c'est la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle le bypass. On enlève 2/3 de l'estomac, on enlève 1,20 m d'intestin grêle et on raboute. Ça, on a fait cette chirurgie, on perd entre 50, 55, 60 kilos. Mais on fait ce qu'on appelle une maladie de malabsorption. Et maintenant, la chirurgie qui se fait le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la sleeve. C'est-à-dire qu'on prend l'estomac, et on coupe au milieu. Dans cette partie, il y a des cellules qui font la gréline, qui augmentent l'appétit. Donc vous n'avez plus d'appétit. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé à tous, et c'est parti pour une nouvelle matinée santé. Le docteur Réginald Lalouche est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Voilà, vous êtes médecin, ingénieur biomédical et vous êtes chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous avez écrit la méthode Hépato-Détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel, que vous montrez à la caméra. Et on va parler peut-être d'un autre livre, puisque depuis lundi, on vous a découvert comme expert auprès de Karine Le Marchand dans l'émission Opération Renaissance sur M6, qui suit 10 personnes en situation d'obésité qui vont subir une opération. D'obésité morbide, obésité très sévère. Oui. Parce que vous savez que dans l'obésité, il y a 3 niveaux d'obésité. Il y a l'obésité modérée, l'obésité sévère et l'obésité morbide. Et en fait, ça se calcule par l'index de masse corporelle. Donc c'est l'IMC qui... C'est l'IMC. Ouais. Donc l'IMC, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est le poids en kilos sur la taille en mètres multiplié par la taille en mètres. Et donc ça donne un résultat. Si vous êtes entre 18 et 25, c'est le poids normal. En dessous de 18, c'est la maigreur. De 25 à 30, c'est le surpoids. De 30 à 35, c'est l'obésité modérée. De 35 à 40, c'est l'obésité dite sévère. Et au-dessus de 40, c'est l'obésité morbide. Morbide, ça veut dire qu'en fait, cette obésité est accompagnée d'autres pathologies qui sont souvent cardiovasculaires, stéatose, maladies articulaires, enfin tout ce qui fait que l'obésité est très très dure à supporter. Je crois que ça, c'est un des points importants. D'abord, l'obésité, c'est une maladie. Et donc, chronique. C'est une maladie qui devient chronique. C'est très dur pour un obèse de perdre du poids, faut pas croire. Et donc il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de sérieux, parce qu'on sait qu'un tiers des obèses sont diabétiques, mais lorsqu'ils sont en obésité morbide, ils sont beaucoup plus diabétiques. Et le diabète, c'est une maladie qui est beaucoup plus ennuyeuse. Donc voilà, on est toujours confronté à un choix entre il y a des obèses qui se sentent très bien dans leur peau. Le problème, c'est que c'est une maladie qui va préparer d'autres maladies, et donc il faut les en informer, il faut faire de la prévention. Moi, vous savez que mon truc, c'est la prévention. J'ai écouté ce matin, je vous en parlais, un économiste qui est enseignant, j'ai un peu oublié son nom, il sort un livre actuellement sur le monde capitaliste à l'épreuve de la pandémie, et il a étudié, ça m'a fait froid dans le dos, il a étudié toutes les pandémies à partir de celle de la grippe espagnole après la guerre de 1918, et qui a montré que les États, les systèmes mettaient 40 ans à se remettre d'une épidémie. Et donc, une pandémie. Et donc, je crois que vraiment, il faut qu'on soit très, très attentif. Je vous rappelle que 3/4 des personnes qui, malheureusement, sont décédées du Covid sont des gens qui avaient plus de 80 ans. Mais dans les 25% qui restent, les 27% pour être précis qui restent, les obèses ont 19 fois exactement plus de risques de faire des formes sévères du Covid. Donc on doit rentrer dans l'ère de la prévention. Vous avez vu comment toute notre technologie, tout notre argent au fond, est en train de s'évaporer face à un virus qui est la forme la plus frustre de la vie, puisque le virus, c'est la première forme, c'est quelques bases ensemble, quelques briquettes ensemble, qui ont comme objectif de conquérir la Terre en passant par l'humain. D'accord ? Donc si on regarde symboliquement, c'est très très fort. Et on a du mal à se battre contre ce virus. Donc maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la prévention. La prévention et la prévention. Combattre le diabète, combattre les risques liés à l'obésité. Et c'est ça qu'il faut faire dans les années à venir. Et le monde est mobilisé. L'ensemble du monde est mobilisé contre ce virus. Donc je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est mobilisé,
mais on a toujours un coup d'après, on est toujours un coup en retard. Ah oui, là pour le coup, voilà. Surtout en France. Alors voilà, non, en Allemagne ça va pas mieux, hein. Faut arrêter. L'exemple allemand et l'exemple anglais, regardez les Anglais, hein, qui sont pourtant organisés, machin. Non, je pense que le problème c'est qu'on est toujours un coup après. Donc un coup on se dit tout va bien, on va avoir les vaccins. Puis après on a le variant. Alors au début on a le variant anglais, puis maintenant on a l'Afrique du Sud, et puis maintenant on va avoir le variant japonais. Voilà. Donc le combat c'est quoi ? C'est par exemple de vacciner d'abord les gens diabétiques et les gens obèses, non ? C'est peut-être ça le plus intelligent. Parce que, au fond, c'est eux qui vont souffrir vraiment. Il faut s'occuper des gens qui sont vraiment à risque. La CNAM a les fichiers. On sait par exemple qu'un diabétique est pris en affection longue durée, en ALD à 100%. À 100%, oui. Donc, on prend un plateau téléphonique, on appelle ces personnes, et on leur dit, voilà, vous êtes vaccinés dans 3 jours. Voilà votre rendez-vous. On leur envoie même un taxi. Pourquoi ? Parce que les 30 € du taxi coûteront beaucoup, beaucoup moins cher qu'un jour de réanimation. Vous comprenez ? Donc, c'est tout. Moi, je sais que je veux être le chantre de la prévention du diabète, et j'y arriverai, et grâce à vous, parce que vous me donnez l'antenne. Mais là, par exemple, quand vous me dites, on se bat, non ? Je trouve qu'on suit le train. Alors le train avance, on suit le train. Enfin, quand je dis on se bat, c'est la recherche qui est mobilisée pour trouver des choses pour combattre le virus. Hein. Alors la recherche, franchement, je vais vous dire, on a tous tapé sur Big Pharma. Vous savez, quand il y a eu l'affaire hydroxychloroquine, tout ça, Patin-Couffin, Remdesivir, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'en 9 mois, ils ont fait des prouesses, quoi. Franchement, là, il n'y a rien à dire. On peut leur taper dessus. Aujourd'hui, ils ont fait un vaccin ARN messager qui n'a aucun des inconvénients des précédents vaccins. Il n'y a même pas un virus atténué qui traîne et qui peut se réactiver, vous savez, comme celui de la poliomyélite. Vous connaissez le problème, c'est qu'on a fait des virus inactivés qui se sont retrouvés dans les eaux usées. Donc le virus inactivé s'est réactivé. Enfin, il y a des cycles de virus. Le virus, c'est la forme la plus agressive et la plus frustre de la vie. Donc elle cherche la vie cherche la vie. Voilà. Donc voilà, je pense que là ils ont vraiment réussi leur coup, et bravo. Alors on va parler de l'obésité. Comment est-ce que les personnes obèses déjà deviennent obèses ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors il y a plusieurs causes. D'abord, l'obésité, c'est une maladie, comme toutes les maladies, elle est plurifactorielle. D'abord, il y a des facteurs génétiques. Si vous avez des parents qui sont obèses, vous avez plus de risques d'être obèse vous-même. Ça, c'est clair. C'est comme pour le diabète. Deuxièmement, il y a les facteurs personnels et familiaux. C'est-à-dire que dans l'enfance, lorsque des enfants ont des vies inadaptées, où ils sont agressés, et à ce moment-là, ils vont trouver dans le fait de manger une défense. Il y a aussi les enfants qui, dans leur crise d'adolescence, si les parents les ont beaucoup ennuyés sur le poids, en disant « mettez un peu machin », vont avoir tendance à faire l'opposition à leurs parents en disant tiens, je vais manger, je vais me gaver, je vais machin truc. Il y a un autre facteur, c'est le sport. Et les enfants sont des piles. Si ces piles ne peuvent pas exprimer leur énergie, eh bien les piles, vous savez les piles, quand vous les laissez dans un poste de radio et qu'elles ne marchent pas, qu'est-ce qu'elles font ? Elles gonflent et elles suintent. Hein ? Donc c'est exactement la même chose pour l'homme. On a 70% de muscles. Si on ne se sert pas de ces muscles, eh ben les muscles se retournent contre vous. Il y a d'autres facteurs. Les bonbons. Les bonbons aujourd'hui, dans un pays aussi réglementé que la France, qui est quand même le pays où on vous oblige à faire plein de choses. Vous faites de la moto, il faut mettre des gants homologués. Mais on peut mettre autant de sucre qu'on veut dans les bonbons des enfants. Donc c'est intéressant. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. Parce que les enfants, c'est des vraies chaudières. Ils peuvent avaler. Mais peut-être qu'il faudrait un petit peu limiter le taux de sucre. Voilà, ça c'est les facteurs. Et puis après, il y a la vie. Il y a la vie. Et il y a le fait parfois d'être mal intégré dans son environnement ou d'être en décalage avec les gens avec qui on vit. Il y a plein de facteurs, mais voilà. Mais ma question, c'était en fait de savoir si les personnes qui sont obèses sont forcément des personnes qui mangent beaucoup. Attendez, alors moi je ne connais pas d'obèse négligé. J'aime beaucoup ce terme, négligé. J'ai jamais connu d'obèse qui mange comme ça. Non, mais quand je dis beaucoup, qui mangent beaucoup en quantité, vous voyez. Ils mangent en quantité parce que quand on se remplit, c'est qu'on comble un vide. D'accord ? Ce vide su ou pas su. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de soins
quel qu'il soit, c'est-à-dire régime, nouvelle routine alimentaire avec exercice, vous savez que je tiens beaucoup aux deux, routine alimentaire et exercice, et quand je dis routine, parce que c'est à vie, ou chirurgie, ou hypnose, ou ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait toujours un accompagnement psychologique. Et est-ce qu'on peut être obèse si on ne mange pas beaucoup ? Rarement, sauf maladie hormonale. Si par exemple on a une hypothyroïdie, vous savez que la thyroïde fait une hormone qui est une hormone qui va réguler le métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que vous brûlez. C'est ce qui a fait que dans les années 60-70, on faisait des compléments, vous savez, aux hormones thyroïdiennes pour faire maigrir les gens, parce que ça augmente le métabolisme. Malheureusement, ça donne des tachycardies et ça donne des accidents cardiaques gravissimes, donc on a arrêté. Mais en fait, en dehors de ces maladies hormonales, pour grossir, il faut quand même manger, et manger parfois des produits à calories vides, quoi. Comment les personnes obèses perçoivent-ils les signaux de satiété, docteur Alouche ? Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'il y a eu une publication, il y a à peu près 6 mois, je crois, fondamentale, qui montre que... Alors, c'est très complexe, la satiété. Il y a plein de facteurs. Il y a d'abord le cognitif. Il y a combien d'étages, en fait ? Alors, il y a plein d'étages. Alors, premier étage, j'ai faim, j'ai envie de me régaler, j'en ai marre, il me casse les pieds, je veux manger. Donc là, vous montrez votre tête. Voilà, c'est le cortex, c'est-à-dire la raison et l'envie. Voilà, j'ai envie, j'en ai marre, machin. Ou pas, j'en ai marre, j'ai envie de me régaler, je vais me faire un super resto. C'est pas obligatoirement négatif. Manger, c'est la vie. Si on mange pas, on meurt. Donc, j'ai faim. Ensuite, il y a un deuxième étage qui est le système de récompense. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit goûteux. Si c'est juste se remplir de calories, par exemple, vous pourriez prendre, je sais pas moi, de la graisse à la petite cuillère ou du sucre à la petite cuillère, mais ça n'a aucun plaisir. Personne ne ferait ça. Personne ne se réveille la nuit pour manger 3 cuillères de sucre. Par contre, des petits gâteaux, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a la composante hédonique, deuxième étage. Donc le premier étage, j'ai envie, c'est sympa, je me... Deuxième étage, l'hédonisme. Troisième étage, en dessous, dans l'hypothalamus, le comptage de calories. Moi, ça me fait du bien de stocker des calories parce que je ne sais pas si demain je vais manger, parce que nous sommes encore les enfants des hommes préhistoriques qui attendaient la chasse. Donc je fais des provisions quand même. Voilà, je fais des provisions quand même. Ouais. Donc les 3 étages. Mais après, ça ne suffit pas. Après, l'alimentation est mâchée, vous salivez, vous commencez à prédigérer les amidons, ça va dans l'estomac. Dans l'estomac, il y a des capteurs dits bariatriques qui vont être des capteurs qui vont voir quelle est la tension de l'estomac. C'est pour ça que souvent on dit j'ai un estomac bien tendu, ça suffit, j'arrête. C'est parfois... Alors bariatrique, parce qu'on appelle ça la chirurgie bariatrique. Donc, bariatrique, c'est... Bariate, c'est les barres. 1 bar, 2 bars, 3 bars, c'est la pression. Voilà, chirurgie bariatrique, ça veut dire qu'on diminue la pression. Voilà, c'est tout. On modifie la pression. Donc il y a des capteurs de pression, mais à côté, il y a des capteurs qui sont des capteurs qui vont renseigner sur qu'est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on va relancer? Donc il y a la gréline, qui est une hormone qui va encore continuer à relancer l'appétit. Donc plus c'est goûteux, plus vous allez relancer le cerveau à continuer à manger. Après, ça va dans le bulbe duodénum, parce qu'il y a l'estomac va commencer à broyer tout ça, parce qu'il a des mouvements de broyage, et ça va dans le duodénum, c'est une espèce de purée, et là ça va commencer dans le premier tiers de l'intestin grêle, on va absorber les vitamines, les minéraux, les sucres, et tout ça va ressortir par la veine porte, puisque tout le sang de l'intestin, je suis désolé c'est compliqué mais je l'explique. Non, vous l'expliquez très bien, docteur Alouche. Tout le sang de l'intestin va dans la veine porte, qui est la grande autoroute qui va au foie, mais il y a une petite porte dérobée derrière, le système lymphatique. Les graisses, surtout saturées, vont passer par le système lymphatique qui est derrière. C'est un système qui n'a pas de cœur, qui est juste, qui avance comme ça par pression, donc par exercice. Et qui va aussi dans le foie pour être métabolisé. Et donc le foie va se retrouver avec tous les éléments, plus le système lymphatique, puisque ça arrive par la veine cave inférieure, et plus les éléments... Parce que votre bol alimentaire, il va passer dans le deuxième tiers, troisième tiers du grêle, le côlon, et la flore bactérienne va sécréter des hormones et va aussi les envoyer au foie. Et le foie se retrouve avec tout ça. Et donc, à un moment, sur la veine porte, c'est ça la découverte dont je vous ai parlé et que je vous ai promis de parler, qui est une découverte franco-australienne. C'est l'INRA et les chercheurs de l'INRA de Rennes et Adélaïde en Australie, qui ont montré que dans la veine porte, il y a des récepteurs au cannabis, endocannabinoïdes, figurez-vous. Alors ça, c'est une découverte qui a été faite il y a 10 ans par un Français qui s'appelle Gilles Mithieu,
que je salue au passage, qui a montré qu'on avait des récepteurs qui étaient en communication avec les récepteurs du cerveau. Et puis, le deuxième récepteur, qui sont la découverte là, c'est des récepteurs à une hormone qui s'appelle le GLP-1. Et cette hormone, c'est une hormone qui stimule le pancréas. Eh bien, les personnes diabétiques et les personnes obèses n'ont plus ces récepteurs au GLP-1. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'ils ressentent moins les signaux de satiété ? Exactement. Ils ont l'accélérateur dans le cerveau, mais ils n'ont pas le frein. Voilà. Donc là, la recherche. Donc ça veut dire qu'ils sont tentés de manger plus. Open finalement, bar. Voilà, c'est open bar, ouais. C'est-à-dire qu'on ferme pas, on n'arrête pas parce qu'on n'a pas le signaux, on n'a que 50% des signaux d'arrêt. Voilà, docteur Régina Lalouche est avec nous. On vous retrouve tous les lundis dans cette vraiment c'est une série au long cours qui s'appelle Opération Renaissance le lundi sur M6 aux côtés de Karim Le Marchand. Mais c'est aussi, quand je dis que c'est au long cours, c'est que vous avez pris le temps de suivre des patients pendant 3 ans. Un peu plus là, puisqu'on a commencé à travailler avec les experts en 2016. En 2016, et moi ce qui m'a plu dans cette émission, c'est la construction, c'est-à-dire que on va voir les gens évoluer, aller à la décision de la chirurgie et l'après-chirurgie. Parce que c'est un vrai chemin. La chirurgie, ce n'est qu'un début. Après, vous voyez en émission les difficultés auxquelles les gens sont confrontés. Parce que être obèse, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur. Parce que d'abord, vous savez, on parle souvent de la diversité. La diversité, on veut toujours en parler de façon ethnique ou religieuse. Mais il y a une autre diversité. Il y a 17% des gens en France qui sont obèses. Vous en voyez beaucoup, vous ? Ça fait 8 millions à peu près de Français. Voilà. Ça fait du monde. Voilà. Vous les voyez, vous, à la télévision ? Bon, les gros, en général, non. Voilà. On les met pas en avant. On les met pas en exergue. Pourtant, ils ont des choses à dire. Ils sont aussi intelligents et brillants que les autres. Mais on les cache. Et ça... L'émission, on peut tout dire sur cette émission. Bien sûr, il y a d'autres solutions que la chirurgie. Il y a le fait de se prendre en main. Moi, j'ai rencontré hier quelqu'un qui a perdu 45 kilos en faisant un régime sur 2 ans. Il a fait de l'exercice, mais il est jeune. Plus on est jeune, plus c'est facile. Plus on avance en âge, plus c'est compliqué. Mais il faut leur donner une vraie place. Parce que, et leur dire que on connaît les risques de l'obésité à terme sur les problèmes cardiovasculaires, le problème du diabète, les problèmes, même les problèmes de maladies plus graves ou de maladies chroniques. Donc il faut les prévenir, il faut les aider, il faut leur en parler, parce que parfois on le voit bien dans l'émission, que parfois on n'arrive pas à voir où on en est vraiment. Et donc elles ont du mal à percevoir. Je dis elles parce que ce sont souvent les femmes qui sont plus sensibles à ce phénomène que les hommes. Pourtant, globalement, à 50-60 ans, il y a une équivalence entre les hommes et les femmes en termes d'obésité. La dysmorphophobie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas comme on est réellement. Et souvent, quand on perd du poids, on continue à se voir gros. Oui, parce que le cerveau d'une personne qui est obèse reste obèse après la chirurgie. Alors, expliquez-nous ce que vous appelez un cerveau de personne obèse. C'est-à-dire que vous avez des comportements qui sont liés à votre maladie. C'est-à-dire que quand on est obèse, on a un rapport social qui peut être différent. Alors, il peut être excellent. Ce que je veux éviter, c'est de mettre les gens dans des catégories. Bien sûr, il y a des gens qui sont absolument épanouis en étant obèses. Mais il y a d'autres gens qui vont, par exemple, accepter des choses des autres qui ne sont pas obligatoirement qu'elles n'accepteraient pas s'ils étaient beaucoup moins obèses. Il y a aussi le fait d'avoir des comportements vis-à-vis de l'alimentation, cette espèce de amour-haine, peur-culpabilité, qui fait que le lendemain de la chirurgie, cette opposition va toujours exister. On est toujours comme ça, c'est-à-dire que même les gens surpoids, c'est pas uniquement les gens obèses, on a envie de grignoter, on grignote, d'ailleurs le plus vite possible, comme si le fait de manger le plus vite possible faisait que ça se voyait pas, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait au contraire, si vous voulez faire un kiff, vous mangez le truc, vous le mâchez bien, vous prenez votre moment, et surtout vous faites pas de culpabilité après. Pourquoi ? Parce que quand vous faites la culpabilité en disant mais je suis une bille, pourquoi j'ai mangé tout ça alors que j'ai un problème de poids, vous allez faire du cortisol, de stress, et vous allez stocker. Donc si vous avez envie de faire ça, faites-le tranquillement, imaginez-le dans votre tête, et vous dites ce soir je vais faire un super kiff, et comme ça vous allez y arriver sans avoir... Voilà. Mais si vous vous dites à chaque fois... Mais le problème c'est que de temps en temps c'est bien, tous les jours c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et au fond, on est dans un environnement aujourd'hui où on se dit tous les jours c'est possible. Tous les jours. Moi je suis encore d'une génération où je parle des plaquettes de saumon.
vous souvenez des pertes Je me suis dit, on va voir le moment croissant du docteur Alouche, qui est un moment que vous attendez tous, mais donc c'est le moment saumon. C'est le moment saumon. À ma génération, le saumon, c'était le 31 décembre. Voilà, aujourd'hui. Vous étiez riche, hein. Moi j'ai je suis à peu près de la génération que vous. On est tous ici sur ce plateau. On mangeait pas, riche d'ailleurs. On mangeait pas de saumon, c'est arrivé bien plus tard. Enfin, je veux dire. Oui, mais enfin, le 31 décembre, vous mangiez un peu de saumon. Non. C'est arrivé tard. Philippe, je vais pleurer. Oui, mais on savait pas que ça existait. Ah oui, d'accord. Non, mais vous êtes gonflé parce que vous êtes plus jeune que moi. non, mais je suis sérieux. Non. Alors, je prends le croissant, c'est mieux. Ouais. Le croissant, c'était le dimanche et il fallait les réserver le samedi. Voilà. Donc, c'était une époque où, au fond, on se faisait des plaisirs, mais il y avait une vraie routine dans la semaine. D'ailleurs, même dans la semaine, dans les cantines, il y avait un menu invariable du lundi au vendredi qui faisait qu'on mangeait la même chose. Et vous savez que quand on mange la même chose, on mange moins. Parce que le cerveau aime cette routine. Aime la routine, et puis surtout, il est moins attiré par l'exceptionnel. Je vous rappelle cette expérience que je vous avais déjà décrite sur les bonbons rouges et les bonbons jaunes. Les petits bonbons rouges et bonbons jaunes. On a pris des étudiants, on leur a mis des bols de bonbons rouges, de petits bonbons rouges au chocolat, dont je ne donne pas de marque, mais devant les yeux, et on leur a dit, allez-y les gars, autant que vous voulez. Et ils mangent les bonbons rouges, ils mangent les bonbons rouges, très bien. Puis après, on leur dit, c'est fini. Et le type repousse les bols. Et on remet des bols de bonbons rouges, ils disent non, ça va, ça suffit. On leur met des bols de bonbons jaunes, et mère commence à goûter. Voilà. Donc, la vraie clé, c'est des routines et des exceptions. C'est ça la vie. Et c'est comme ça qu'on vit depuis des millénaires, hein, parce qu'avant, c'était on va piquer des baies quand on était dans les cavernes, on mangeait ce qu'il y avait, machin, et puis la chasse revenait, au péril de 50% des chasseurs. Ce qu'on voit dans l'émission et qui est très intéressant, c'est qu'une des deux candidates à l'opération, 1 ou 2 mois après l'opération, elle était diabétique, hein, et c'était un de ses objectifs. Eh bien, le diabète disparaît. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez ça, docteur Alouche ? Alors, dans la chirurgie, c'est juste un peu compliqué, mais on va y aller ensemble. D'abord, il y a 2 chirurgies bariatriques, donc des chirurgies qui permettent justement de perdre du poids. La première, c'est la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle le bypass. Le bypass, on enlève 2 tiers de l'estomac, on enlève 1,20 m d'intestin grêle, hein. Il y en a 3 à 4 mètres d'intestin grêle, donc ça va. Mais la première partie qu'on enlève, c'est là où on assimile les minéraux, les vitamines et le sucre. On enlève ça, voilà, et on raboute le bout qui reste de grêle à l'estomac. Voilà. Bypass en anglais, ça veut dire contourner. Contourner, court-circuiter. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ça, on a fait cette chirurgie, on perd entre 50, 55, 60 kilos. Mais on fait ce qu'on appelle une maladie de malabsorption, puisque vous avez 1 tiers de grêle qui absorbe justement tous ces éléments. On provoque une maladie de malabsorption. Et donc, on sera obligé toute la vie de prendre des compléments alimentaires pour compenser les pertes en vitamines et ainsi de suite. Mais dans ce premier tiers du grêle, il y a aussi une hormone qui s'appelle le glucagon-lipeptide, qui s'appelle le GLP-1, qui est une incrétine, ça s'appelle comme ça. Et on modifie en fait le métabolisme de cette incrétine, qui est très importante dans le cadre de la régulation du diabète. Et au fond, ce qui se passe, c'est que des bypass, le lendemain, les gens sont plus diabétiques. Voilà. Pas tous, hein. Certains. Voilà. D'ailleurs, vous nous avez parlé de cette nouvelle catégorie de médicaments qui justement agissaient. Les agonistes du GLP-1, on en a fait une émission. On a fait une émission là-dessus. Et donc ça, c'est la première. Donc ça veut dire que le lendemain, le diabète a disparu. Incroyable. Parce que... Donc, est-ce que ça veut dire que si vous êtes diabétique, docteur Alouche, il vaut mieux choisir ce type d'opération ? Alors, je vais aller jusqu'au bout. En fait, on pense aussi que c'est la remontée des informations du nerf vague. Vous savez, le nerf vague, c'est un nerf qui va du rectum, de l'anus, et qui remonte c'est l'autoroute de l'information, qui remonte toutes les informations du tube digestif jusqu'au larynx, et qui va au cerveau, et qui arrive dans une gare de triage qu'on appelle le noyau du tractus solitaire, et qui après dispatche les informations comme une gare de triage au cerveau archaïque, au cerveau évolué. Voilà. C'est un des plus longs du corps d'ailleurs. Voilà, personne ne sait aujourd'hui, quand on analyse, on met une sonde, et on voit des signaux de ce nerf, personne aujourd'hui ne sait interpréter ces signaux. Voilà. Parce que vous comprenez que si on savait interpréter ces signaux, qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait que les signaux qu'on a envie de ne pas envoyer au cerveau, on les filtrerait ou on mettrait des pacemakers. Et à ce moment-là, ce serait réglé, on n'aurait plus besoin d'opérer les gens, on mettrait un pacemaker. Des gens ont essayé de faire ça. Il y a eu des brevets il y a 15 ans, on a fait un pacemaker gastrique pour simuler un estomac plein. Au bout de 3 semaines,
Ça a marché 3 semaines, au bout de 3 semaines, ça marchait plus. Pourquoi ? Parce que notre organisme a prévu une voie, un backdoor, une porte derrière qui s'appelle le système spinal, et ça remonte au cerveau par le système spinal. Alors c'est marrant parce que les gens vont vous dire, mais le pacemaker, c'est pas au cœur qu'on le met ? Si, le pacemaker, qu'est-ce que ça veut dire ? Pacemaker, ça veut dire faiseur de rythme. Pace. Maker, je fais, pace, le rythme. Donc il fait un rythme pour le cœur, mais vous pouvez en faire aussi pour l'estomac, vous pouvez en faire pour plein de choses. On en fait aussi pour les maladies de Parkinson, ça commence à... Voilà. Donc ça, c'est la première chirurgie. Et maintenant, la chirurgie qui se fait le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la sleeve. Alors, encore une fois, pour nos auditeurs, sleeve en anglais, ça veut dire manche. Manche de chemise. C'est-à-dire qu'on prend l'estomac, voilà, votre estomac, votre œsophage, votre bouche est là, votre œsophage, votre estomac, vous savez, il y a une grande courbure. Voilà. Et ben, on coupe au milieu, comme ça. Donc on est tout droit. Dans le sens longitudinal. Voilà. Comme ça, voilà. Et on enlève cette partie. Dans cette partie, il y a des cellules qui font la gréline, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui augmentent l'appétit. Donc vous n'avez plus d'appétit et vous avez un estomac qui est comme une manche. Et quand vous mangez 2 yaourts, vous êtes rempli. Donc les gens le lendemain se lèvent et n'ont plus faim. Voilà. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui la veille était dans un système d'obèse, et le lendemain il se réveille dans un système d'anorexie quasiment. D'accord. Mais est-ce que le corps, qui est quand même une machine de guerre et qui est très bien fait, très adaptatif, ne reprend pas sa place avec le temps ? Très bonne question, parce qu'en fait, on s'est aperçu que la réussite de cette chirurgie, la chirurgie n'est que le début de cette opération. Donc c'est pas magique, c'est ça ? C'est pas magique, ouais. C'est le début du chemin. Après, il faut être suivi. Voilà, c'est simple. Si vous êtes suivi régulièrement par votre médecin, par votre diététicienne, votre nutritionniste, votre diabétologue, ce que vous voulez, les chances de réussite sont maximales. Si vous êtes ce qu'on appelle un perdu de vue, c'est-à-dire vous faites votre chirurgie et vous vous dites ça y est, c'est bon, en général c'est 50% d'échec. Voilà. Donc ça c'est le message, hein. C'est vraiment c'est la réussite de ce type d'opération. Voilà. C'est le suivi. Et l'avantage de cette émission, c'est qu'elle a montré la chirurgie, ça dure 10 minutes. On voit le bloc, tout ça, parce que c'est de la télé après tout. Et après on voit le chemin de ces filles, qui sont extrêmement courageuses, parce que ça a changé leur vie, ça change même leur rapport dans le couple, dans la famille. On voit ressortir aussi tous les problèmes familiaux, parce que l'obèse dans la famille, souvent, il n'est pas bien traité quand même. C'est un peu... Donc c'est... Voilà, parce qu'on pense toujours que c'est leur faute. Alors ça, c'est terrible. Si t'es gros, c'est de ta faute. Ça n'existe pas, ça. Quand on a un enfant gros, c'est qu'il y a des problèmes. Enfin, souvent, et la contrepartie de ça, c'est de toute façon, si tu voulais maigrir, tu pourrais, parce que quand on veut, on peut. Oui, mais ça, c'est pas non, parce qu'on vit dans un système où aujourd'hui, je prends un exemple. Moi, j'ai des gens dans ma famille. Ils ont des enfants. Avec mon influence, ils donnent le yaourt nature aux enfants. Les enfants adorent le yaourt nature. Ils n'ont pas besoin de sucre, mais ils vont à l'école. Les copains, les bonbons, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est pas possible. Donc il y a un environnement aujourd'hui de sucre, de sucreries, de friandises. Un gosse se fait mal au genou, on lui donne un bonbon. Non, il faut mieux lui dire, je te fais un bisou, ou demain on fera un tour de manège, ou un truc, mais pas des bonbons. C'est-à-dire que les bonbons, c'est très bien, ça veut pas dire qu'il faut pas en manger, mais il faut pas en faire un système de négociation dans l'éducation. Bon. Si on n'est pas suivi donc après donc à vie, donc le corps reprend sa place initiale. C'est-à-dire que l'estomac va se distendre et ainsi de suite, et puis la nature ayant horreur du vide, on va recommencer. Donc quand on a fait une sleeve, eh bien il faut être suivi, faire de l'exercice, changer de vie, faire évoluer sa vie. Parce que si vous ne changez rien dans votre vie, eh ben, elle redeviendra celle qu'elle était auparavant. Alors après, il y a une question financière parce que c'est pas pris en charge le post-opératoire. Voilà, c'est le problème. Donc l'opération aujourd'hui, il faut quand même expliquer aux gens, c'est que toute la partie opératoire donc est prise en charge. Oui. Si vous souscrivez aux critères que vous avez donnés. Il faut avoir une obésité morbide, donc avec une IMC, un index de masse corporelle supérieur à 40. Et s'il est entre 35 et 40, il faut avoir des comorbidités. Voilà. Et puis surtout il y avoir moins de 60 ans, je crois aussi, parce qu'il y a une condition d'âge en plus, condition d'âge. Pour être pris en charge par la caisse, par la sécurité sociale, qui le prend très bien. Et le protocole est très connu. Il y a un parcours pour être opéré avec psychologue, cardiologue. Tous les dossiers sont staffés, c'est-à-dire qu'on en discute entre professionnels. Donc ça, c'est avant. Voilà. Mais le après, voilà. Et ça, moi je dirais que le après, c'est... Il faut bien voir, au fond, aujourd'hui, on a un super système de santé, mais qui est thérapeutique, c'est-à-dire qu'on s'occupe du traitement de la maladie. Il est très peu préventif. Il faut voir que il faut voir les coûts de bout en bout. C'est-à-dire que cette intervention, plus le suivi derrière, coûtera toujours moins cher
qu'un diabète compliqué, avec plus l'empoisonnement que ce sera pour la vie des gens. Je crois qu'il faut voir la qualité de vie aussi. Le diabète, c'est une maladie qui ne se voit pas dans la rue, mais qui fait souffrir les gens. Alors on n'insiste pas toujours sur les risques qui sont liés à l'opération. J'ai vu que dans l'émission vous parliez d'embolie pulmonaire déjà. Pourquoi embolie quel est le lien avec l'embolie pulmonaire ? Non. Alors d'abord plusieurs choses. La première, c'est que toute chirurgie avec anesthésie comporte un danger et un risque. D'abord le risque de l'anesthésie. Et on le voit dans l'émission, il y a eu un risque d'anesthésie. Il y avait une allergie. Une allergie au curare qui est rarissime. D'accord ? Deuxièmement, une personne obèse, c'est un corps, si vous voulez, qui a doublé de volume. Donc tous ces organes sont hyper sollicités. C'est évident. Donc vous êtes 2 dans le corps d'un. Donc tous les organes qui sont uniques, comme le foie par exemple, sont hyper sollicités. Le cœur est hyper sollicité. Et puis, comme le gras s'est infiltré un peu partout, c'est un infarcissement, c'est beaucoup plus difficile pour ces organes. Donc, il suffit d'y toucher, c'est un équilibre. Alors qui évolue tous les jours, l'obésité. Mais à un moment, quand on fait une intervention, c'est un stress absolument majeur. Et là, vous ne savez pas comment l'organisme va réagir. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on prend tant de précautions avant l'intervention, pour ne pas mettre les gens en danger. D'ailleurs, en général, franchement, à part grand facteur de risque, les gens sont opérés, il n'y a pas de casse. Ce n'est pas une chirurgie connue pour avoir plus de casse qu'une chirurgie classique. On sait que c'est 1 sur 15 000 ou un truc comme ça. Voilà. Il n'y a pas plus. Par contre, on sait par exemple en chirurgie esthétique, vous savez, il y avait des grandes liposuctions il y a une vingtaine d'années. On sait que quand on faisait par exemple une liposuction des cuisses et une liposuction abdominale en même temps et de trop grand volume, on avait des risques. C'est très sérieux de mort subite et de choses comme ça. Donc, voilà. Parce qu'on ne disait pas du tout aux gens, on leur disait oui, mais ça on l'a connu et les gens ont rectifié. Maintenant, la lipo, plus personne ne fait de grandes liposuctions énormes, immenses, entre les jambes, le ventre, voilà, c'est fini ça. Tous les chirurgiens le savent. Vous savez, les chirurgiens sont des gens et ils font leur job. Ils sont pas. Alors, c'est Fatia qui est avec nous, direction le Nord avec Fatia. Bienvenue Fatia. Bonjour, bonne année. Meilleurs vœux Fatia. Tous mes vœux également. Alors, j'ai une question. Moi, c'est après un échec opératoire, est-ce que si on se reprend en main et donc on décide de faire un régime, on peut reperdre le poids ou est-ce que c'est obligé de refaire une opération ? Non, c'est pas obligé de refaire une opération. Vous pouvez juste m'en dire plus, vous avez fait un bypass ou une sleeve ? C'était compliqué. J'ai eu une sleeve qui a pas bien. Trop d'effets secondaires, trop d'effets secondaires. D'accord. Et donc du coup, on m'a fait un bypass qui n'était pas supposé me faire maigrir, mais me faire stabiliser. Oui. Et donc après, j'ai eu des événements familiaux, des décès et tout, de proches. Oui. Ce qui fait que j'ai resombré dans la nourriture et j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. D'accord. Donc vous avez eu une sleeve peu efficace, doublée par un bypass. Et en fait, vous avez repris le poids en combien de temps ? En 3 ans. En 3 ans. Bon. Écoutez, je pense que si vous adoptez aujourd'hui, si d'abord vous acceptez les deuils, si vous acceptez les êtres qui vous manquent aujourd'hui, et si vous avez soldé ce problème-là, parce que vous savez bien que s'il y a du chagrin et vous aurez tendance peut-être à compenser, parce que votre cerveau il va demander de la dopamine, de plaisir, alors que vous êtes dans un esprit qui n'est pas très très propice. Mais si vous arrivez avec peut-être l'aide d'un psychologue à faire ça, à ce moment-là, à mon avis, en 1 an et demi, vous pourrez reperdre votre poids. Si vous êtes encadré par un bon diététicien ou une diététicienne, si vous faites de l'exercice, il faut que vous mettiez de l'hygiène dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes trop triste et c'est compliqué pour vous et vous avez fait le choix de vous laisser comme ça envahir. Mais maintenant, il faut peut-être... Vous avez quel âge, Fatia ? J'ai 36 ans. 36 ans, vous êtes jeune, Fatia. Donc c'est un facteur favorisant. Ça veut dire que vous avez toute la possibilité, parce que plus l'obésité est ancienne, plus elle est difficile à éradiquer. Là, à 36 ans, franchement, si vous décidez, en 2-3 ans, le problème est réglé. Donc votre réponse à Fatia, c'est oui. Ah oui, c'est oui. Mais j'ai jamais arrêté le sport. C'est-à-dire que je marche beaucoup. Non, ce n'est pas du sport, la marche. Il faut mouiller la chemise. Et c'est dur quand on pèse lourd. En fait, avec mes genoux, je n'ai pas arrêté de courir. Oui. Donc, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse 1 heure de marche. Oui. Et ça équivaut à 30 minutes de course. Oui. Ce qu'il faudrait peut-être, si vous pouvez, c'est aller nager. C'est faire du vélo.
c'est faire de la musculation pour le haut, parce que souvent on fait marcher les jambes et donc on se fait mal au dos, on se fait mal aux genoux, mais le dos c'est très important. Donc vous pouvez faire un peu de musculation avec des poids légers pour pas vous faire mal aux épaules, 0,5 kg ça va très bien. Vous ouvrez, vous faites... Je pense que c'est une nouvelle hygiène de vie, il faut que vous soyez encadré pour ça, qu'on vous donne... Les coachs sportifs aujourd'hui sont très bien formés. Posez-leur la question, vous leur dites voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, je pèse tant, j'ai 36 ans, je veux perdre mon poids, donc je vais faire ce qu'il faut du point de vue alimentaire, mais je veux que vous m'aidiez du point de vue musculaire, parce que je vous rappelle qu'un kilo de muscle brûle 30 calories par jour sans bouger. Ah ouais, quand même. Voilà. Ça c'est intéressant. Donc si on augmente sa masse musculaire, on augmente le métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories qu'on brûle sans bouger. Alors c'est pas maigrir sans rien faire, mais presque. Voilà, exactement. On brûle sans rien faire. Voilà. Donc vous, il faut que vous ayez un programme. À votre âge, franchement, moi je suis pas inquiet pour vous. Si et seulement si vous avez avalé entre guillemets les problèmes que vous avez rencontrés au niveau familial, parce qu'ils sont toujours très délétères. Ok, je vais d'abord aller voir une psy et après... Exactement, et soldez ça, vous verrez, après ce sera très simple, vous allez redevenir importante dans votre vie, vous n'allez pas avoir l'impression que les autres sont partis et vous êtes là et que c'est injuste, vous allez comme ça régler ce problème, vous avez le droit d'avoir votre vie, vous avez le droit de vous aimer, vous avez surtout l'obligation de redevenir la personne importante de votre vie. Merci. Voilà Fatia, très bien. On fait un gros bisou Fatia. Merci, bonne journée à vous. Merci docteur Alouche. Merci de m'avoir invité. Écoutez, vous revenez quand vous voulez, vous réécoutez l'émission en podcast et vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Et demain, nous allons parler des punaises. Les punaises de quoi Les punaises de lit. Ah oui, oh là là. Voilà. Donc c'est voilà. Une petite bête qui peut vivre un an sans manger. Ouais, vous avez vu ça Incroyable. La cata des punaises, on en parlera entre 9h et... Il y a une très bonne méthode, c'est la congélation. Des punaises. C'est-à-dire de prendre... Il y a des sociétés qui font ça, ils vous emmènent le lit et vous les congèlent.